Bonjour! Dans cette session, nous allons prendre connaissance des différents mécanismes liés à la motivation. Mais avant tout, je vous propose de faire un exercice. Prenez une feuille de papier. Faites 4 colonnes. Dans la première colonne, essayez de noter des décisions importantes que vous avez prises au niveau personnel ou professionnel. Dans la deuxième colonne, comment vous avez pris ces décisions? Est-ce que vous avez demandé des conseils? Est-ce que vous êtes allé chercher des informations? Est-ce que vous les avez pris dans la rapidité ou vous avez plutôt attendu de dormir une bonne nuit pour décider le lendemain matin? Est-ce que vous avez essayé de prendre des avis divergents ou des avis convergents? Dans la troisième colonne, essayez de voir le temps qu'il vous a fallu pour prendre ces décisions. 1 jour, 2 jours, beaucoup plus, des années peut-être? Et dans la quatrième colonne, avez-vous fait une sorte de feedback, d'analyse, est-ce que la décision a été bonne ou pas? Cet exercice est juste intéressant pour essayer de comprendre votre propre mode de prise de décision quand vous aurez bien sûr écouté ces quelques diapositives. Donc, un processus de décision, qu'est-ce que c'est? Aux États-Unis, dans la logique anglo-saxonne, il y a la théorie du setting goal qui est extrêmement importante et qui est enseignée à peu près dans toutes les formations parce qu'elle permet vraiment d'avoir les étapes d'un processus pour avoir une décision dite logique. Donc, cette méthodologie a 8 étapes. Dans la première étape, on va analyser un problème. Imaginez que vous êtes manager et on vous demande de prendre en charge un nouveau sujet, un nouveau projet. Alors, il va falloir que vous analysiez. Le problème, c'est que votre équipe est surchargée. Vous n'avez pas le temps de faire ce nouveau projet. Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, etc., etc. Donc, c'est l'étape de l'analyse de la situation. Deuxième étape, il va falloir essayer de trouver des critères de décision. Quels sont les critères qui, selon vous, sont le plus équitables pour pouvoir décider de façon rationnelle? Donc, vous allez vous dire, avec mon équipe, on va faire un groupe de travail et on va réfléchir sur la faisabilité de faire ce projet ou de ne pas le faire. Car parfois, il vaut mieux savoir dire non que faire un mauvais oui. Bref, donc vous allez lister vos critères, les critères de temps, les critères de moyens, les critères humains, les critères de la reconnaissance, de ce que ça va vous apporter, est-ce que ça redéfinit les jeux de pouvoir ou pas, et vous allez dans la troisième étape pondérer ces critères. Avec votre équipe ou sans votre équipe, peut-être que là c'est de votre choix de manager, de dire tel critère est plus important que tel autre. Et d'ailleurs, de ces 20 critères, je vais les regrouper en 3 critères essentiels. Quatrième étape, vous allez voir les différentes options. On appelle ceci aussi les scénarios. Les scénarios possibles, les positifs, les accessibles, les négatifs. Ces scénarios vont être bâtis à partir de la pondération de vos critères et vont imaginer différentes solutions en fonction de contraintes extérieures qui vont impacter. Si vous dites oui au projet, peut-être que vous aurez plus de budget et un poste supplémentaire. Si vous dites non, peut-être qu'on ne vous proposera plus de projets intéressants. Donc, dans ces différentes options, l'étape 4, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez sélectionner les différentes options qui vous semblent les plus crédibles ou les plus accessibles. Et ensuite, vous allez analyser avec les avantages et les inconvénients pour finalement décider. Vous aurez décidé en pleine conscience. L'étape que l'on fait rarement et qui est très importante, c'est le feedback, c'est évaluer l'efficacité de sa décision. Pourquoi? Parce que dans une prochaine décision, vous pouvez apprendre. Rappelez-vous le processus d'apprentissage, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Donc on peut apprendre de ses erreurs, on peut apprendre d'un processus, on peut toujours faire différemment et faire mieux. Donc, dans la prise de décision, il faut être conscient qu'il y a différents choix cognitifs. Le premier, c'est le modèle rationnel. Dans un modèle rationnel de prise de décision, le problème est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes sûr d'avoir tous les éléments du problème. Ce qui est d'ailleurs rarement le cas dans la réalité, où on n'a qu'une partie du problème et qu'on doit décider. Ensuite, vous allez, par rapport à ce problème, viser un objectif précis.
Or, très souvent, quand on décide, on ne sait pas quel est l'objectif. On décide un petit peu au hasard. Enfin, dans le modèle rationnel, vous allez connaître toutes les options possibles. C'est également rarement le cas dans la réalité, parce que quand vous allez vous inscrire, par exemple, à un diplôme à l'université, est-ce que vous connaissez tous les diplômes qui existent en France? C'est pas sûr. Enfin, vous allez connaître des critères et un environnement stable dans le modèle rationnel, avec, quelque part, un choix final qui va vous garantir le meilleur résultat possible. Ce modèle rationnel est théorique, c'est l'idéal. La réalité est beaucoup plus complexe et on verra qu'on ne peut rarement décider avec un modèle rationnel dans une réalité classique. Ce modèle a deux limites. Déjà, il ne prend pas en compte l'intuition. Or, l'intuition, qui est souvent basée sur l'expérience, est aujourd'hui considérée, en tout cas dans les modèles anglo-saxons, comme quelque chose de très important parce qu'on a démontré qu'elle permettait de prendre des décisions efficaces. C'est vrai qu'en France, on est dans une rationalité à la Descartes où l'intuition a peu de place, mais petit à petit, avec l'émergence des compétences émotionnelles, on lui donne quelques chances. Il y a un deuxième facteur important que l'on ne voit pas dans le modèle rationnel, c'est la créativité. Parfois, avec des méthodes dites de créativité, on arrive à avoir des décisions individuelles ou collectives auxquelles on n'aurait pas pensé, qui nous amènent sur des nouveaux possibles. Et là, quelque part, on a des chances de sortir du cadre et d'avoir de nouvelles solutions. Donc, dans le modèle rationnel, rappelons-nous, eh bien, c'est un modèle qui correspond rarement à une réalité et ne prend en compte ni l'intuition, l'émotion, ni la créativité. Comme le dit Margaret Whitler, qui est un auteur, un enseignant américain très, très intéressant, les choses que l'on craint le plus dans une organisation, ce sont les changements, les turbulences, les déséquilibres, mais ce sont les choses qui sont la première source de créativité. Et ce qui est intéressant dans le discours de cet auteur, c'est qu'elle dit, d'une part, il faut toujours se méfier des personnes qui appliquent ces décisions sans les remettre en cause, sans les critiquer. Et elle dit, d'autre part, son deuxième message, c'est que dans tout système, il y a la solution. Et quelque part, quand vous vous sentez dépourvu face à un problème, reprenez le problème, car la solution peut être dans le problème. Donc cela nous amène à un deuxième processus de prise de décision qu'on appelle la rationalité limitée. C'est Herbert Simon qui a été l'inventeur de ce concept. Alors c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit l'auteur? L'auteur dit la réalité fait que nous avons des décisions à prendre dans des environnements complexes avec plein de critères. Et notre cerveau nous amène à sélectionner quelques dimensions pour ramener la réalité à quelques dimensions qui sont compréhensibles. Et la façon dont on prend les décisions, eh bien c'est quoi? C'est de prendre la première décision qui nous semble satisfaisante. Alors, ce processus des décisions fait qu'en fait, il y a plein de décisions qui peuvent être meilleures, plus justes, plus équitables, plus efficaces, que l'on ne prendra pas parce qu'en fait, on s'est arrêté à la première décision. Et le deuxième apprentissage, c'est qu'en fait, on ne connaît pas toutes les options, tous les critères. On va simplifier. Mais l'intérêt, c'est qu'on simplifie quelque chose de complexe et que la décision sera prise avec la première solution satisfaisante. La limite de ce modèle, c'est qu'en fait, on ne prend pas en compte les différences culturelles. Or, attention, un Indonésien, par rapport à un même problème, ne prendra pas la même décision qu'un Américain, parce que culturellement, la profondeur de l'analyse, l'accès ou pas au groupe et la façon temporelle d'appréhender le problème sera complètement différente. Par exemple, un décideur japonais ne prendra une décision que s'il a le consensus dans le groupe, ce qui n'est peut-être pas le cas pour un décideur américain ou un décideur latin. Tout ceci nous amène à d'autres éléments très intéressants à prendre en compte qui sont les biais décisionnels. Quand on prend des décisions, eh bien, on est influencé malgré nous. On est influencé par différents biais que l'on appelle des biais décisionnels. Le premier biais, c'est le biais de la surconfiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sûr qu'on connaît le sujet avant d'avoir pris la décision.
Donc en fait, on ne va garder comme éléments que les éléments qui vont dans notre sens. Le deuxième biais, c'est le biais d'ancrage. Alors là, on a quelques informations, les premières informations, et on décide de prendre la décision que sur ces premières informations. Toutes les décisions qui vont venir par la suite, on trouve toujours un moyen pour les refuser. On a le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, ça veut dire qu'en fait, on va prendre une décision qui conforte une décision qu'on a déjà prise et on va ainsi justifier notre choix. On a le biais d'engagement. Alors là, c'est qu'on va reproduire une décision et on va également dire qu'en fait, c'était la meilleure, sans aller plus loin, sans essayer d'avoir d'autres possibilités. Dans l'aversion au risque, on va prendre des décisions en minimisant le risque parce qu'en fait, on ne veut pas prendre de risques. Et dans le biais de rétrocession, en fait, on va justifier une décision qu'on a prise parce qu'on croit qu'en fait, la décision que l'on a prise au passé était la meilleure. Donc, tous ces biais font que quelque part, on n'est pas libre de ces décisions. Il y a un concept qui vient d'être proposé par par Ariely, excusez-moi, je confonds un petit peu, qui est l'irrationalité prévisible. Alors, c'est vraiment très intéressant. Que dit Dan Ariely? Dan Ariely dit 3 choses que l'on peut retenir. Tout d'abord, il explique que quand on prend une décision, il y a un truc. C'est qu'en fait, on compare toujours avec les autres. Donc, si on veut arriver à notre finalité, il faut mettre un leurre dans le jeu de scène. Un exemple. Vous avez décidé d'aller à une soirée et vous voulez séduire. Alors, que faire pour pouvoir être sûr d'avoir un maximum de contacts? C'est très simple. Vous allez avec quelqu'un du même sexe que vous, qui vous ressemble mais qui a quelque chose en moins. Ainsi, les autres vont comparer et vous aurez de meilleures chances. C'est l'histoire donc des prix où on va mettre différents prix et en fait, on va axer votre choix indirectement sur le produit que l'on souhaite. C'est tout l'art du marketing. La deuxième idée de l'auteur, c'est qu'en fait, on est toujours dans les décisions soumis à 2 types de normes. Des normes sociales et des normes de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez obtenir quelque chose, faire une bonne décision, vous allez beaucoup plus avoir intérêt à utiliser des normes sociales, c'est-à-dire ce que les gens font sans avoir un intérêt particulier, par rapport à des normes de marché où là, les gens font les choses parce qu'elles sont payées. Imaginez que vous voulez qu'on déplace votre canapé, il vaut peut-être mieux faire appel à votre voisin qui le fera plus vite, plus gentiment, sans dégâts, qu'à une entreprise où vous allez payer, vous allez passer du temps, etc. Les normes sociales sont toujours supérieures aux normes de marché. La troisième idée, c'est qu'en fait, très souvent, on ouvre trop de portes, on se crée trop d'opportunités et on a trop de choix et ensuite on est submergé. Parfois, il faut savoir réduire le nombre de possibilités où on doit prendre des décisions. Parce que si on ouvre des chantiers et que l'on doit prendre des décisions dans toutes les thématiques, on n'y arrive plus, on arrive à un effet de saturation. Donc savoir fermer des portes sur des sujets qui peuvent avoir des valeurs ou des intérêts identiques est une sage décision. Pour conclure sur cette session, on a vu que décider n'était pas chose simple et qu'on n'était pas totalement libre de ses décisions, qu'on pouvait avoir une décision rationnelle, une décision où on fait jouer la rationalité limitée et que parfois il y a de l'irrationalité prévisible qui peut rentrer en jeu.